Je n'ai plus tellement envie de parler. Il parle. Nous avons de si belles conversations, des conversations respectueuses et agréables. Et puis des gens meurent la nuit suivante lorsqu'un missile frappe une ville et touche. Je veux dire, récemment, je crois que c'était la maison de retraite, mais il touche d'autres choses aussi. Quoi qu'il frappe, des gens meurent. Alors Adam, c'était agréable de te parler. Oui, voici ce qu'a dit Medvedev Scott sur Twitter, sur X, en réponse à Lindsey Graham. Il a déclaré « Ce n'est ni à vous, ni à Donald Trump de dicter quand s'asseoir à la table des négociations. Les négociations prendront fin lorsque tous les objectifs de notre opération militaire auront été atteints. Occupez-vous d'abord de l'Amérique. » Et tu vois, au fil du temps, il semble que l'élan qu'avaient les États-Unis, et je pense qu'ils l'ont encore, pour conclure un accord avec la Russie, ils sont en train de le perdre. D'une certaine manière, la façon dont Donald Trump parle de Poutine, la façon dont Lindsey Graham semble tirer les ficelles en coulisses, est-ce que l'élan s'éloigne de l'opportunité concernant ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie? Il n'y a jamais eu d'opportunité pour Donald Trump d'imposer sa volonté à la Russie. Jamais. Cela a toujours été une idée utopique. Il y avait une possibilité pour les États-Unis de faire pression sur l'Ukraine afin qu'elle accepte la réalité et de faire pression sur l'Europe pour qu'elle cesse de renforcer la stupidité, ce qui aurait pu aboutir à la paix. Donald Trump aurait reçu beaucoup de crédit pour cette paix, mais celle-ci aurait été à 100% aux conditions dictées par la Russie. Il faut que tout le monde se souvienne que la Russie n'a pas commencé cette guerre. Cette guerre a été imposée à la Russie par les collectifs, par les États-Unis, par Donald Trump, par les politiques de la première administration Trump. Pendant cette période, la Russie travaillait activement à tenir la promesse et le potentiel des accords de Minsk. Et c'est les États-Unis qui, vous savez, ont continué à envoyer des armes létales à l'Ukraine, à entraîner l'armée ukrainienne selon les normes de l'OTAN, dans le seul but d'affronter les séparatistes russes et les forces russes dans la région du Donbass. Et vous savez, selon les rêves irréalistes des politiciens ukrainiens et de leurs maîtres de la CIA et du MI6, la Crimée aussi, poussait la Russie jusqu'à ses frontières de 1991. C'est, vous savez, Trump qui est à blâmer ici. C'est lui qui a rendu cela possible. Les Russes allaient faire preuve de clémence. Je veux dire, je pense que les Russes étaient prêts à faire une amnésie temporaire et à prétendre que Donald Trump était le grand artisan de la paix, et non pas, vous savez, l'horrible fauteur de guerre qu'il est, la réalité que les Russes connaissent, la réalité. Mais la Russie n'allait jamais céder à cela. Ils l'ont clairement dit dès le début. Revenons à la réunion initiale entre Marco Rubio et Sergei Lavrov à Riyad. Ils sont sortis en disant « Eh bien, les Russes nous ont, vous savez, confrontés à la réalité et nous devons céder à tout le monde. » Mais ensuite, ils se sont ravisés et ont dit « Mais maintenant, nous avons besoin que la Russie fasse des concessions. » Et les Russes répliquent « Quelle partie de traiter la cause profonde du conflit ne comprenez-vous pas? Nous ne ferons aucune concession là-dessus. Aucune. Zéro. Il n'y a aucune marge de manœuvre à ce sujet, et il n'y a aucune raison d'espérer que cela changera. Cela a été connu dès le départ. Et pourtant, Donald Trump, au lieu de se plier à cette réalité et de dire à ses conseillers de trouver une politique qui tienne compte de cette réalité, cherche à mettre fin à cette guerre. Il continuait à croire qu'il avait une sorte de levier sur la Russie, peut-être conseillé par Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, qui pensait pouvoir briser l'économie russe en sanctionnant le pétrole. Steve Kellogg pensait qu'il pouvait anéantir l'armée russe en continuant à fournir des armes à l'Ukraine. Ce sont, selon moi, parmi les pires conseillers au monde,
donnant les pires conseils au monde au président le plus stupide du monde sur les questions russes. Maintenant, il a aussi Lindsey Graham qui lui murmure à l'oreille. Donald Trump est un négomane narcissique, il faut s'en souvenir, et tout doit tourner autour de Donald Trump. C'est un homme qui considérait le conflit russo-ukrainien non pas en termes de vie à sauver. Quel hypocrite. Il fournit les armes qui non seulement tuent des soldats russes, mais entraînent aussi la mort de davantage de soldats ukrainiens. Il facilite le flux continu d'armement vers l'Ukraine, ce qui ne fait que prolonger cette guerre, la compliquer, sans pour autant changer l'issue inévitable. L'homme le plus responsable des morts en Ukraine aujourd'hui, c'est Donald Trump. Il aurait pu mettre fin à cette guerre. On ne peut pas s'attendre à ce que la Russie, engagée dans une lutte existentielle, et c'est bien une lutte existentielle pour la Russie, dise « Oh, nous allons faire ce que les États-Unis veulent que nous fassions ». Alors même que les États-Unis ont déclenché cette guerre en 2014, voire même avant. La Russie a une longue mémoire. Ils savent exactement ce qui se passe ici. Ils savent exactement ce qui est en jeu ici. Et ils ne vont pas se rendre aux États-Unis. Ils ne vont pas céder à Donald Trump. Ce que nous voyons ici, c'est Donald Trump en train de faire une crise de colère. Encore une fois, il est mal conseillé. S'il pense une seule seconde que la Russie en a quoi que ce soit à faire de la menace de sanctions, c'est qu'il ne connaît pas la Russie, ni la Chine, ni aucun des autres acteurs en jeu. Ce que nous savons, c'est qu'à l'heure où nous parlons, le gouvernement ukrainien est en danger. La confiance de Volodymyr Zelensky s'effondre. Et si les informations provenant des services de renseignement russes sont vraies, des réunions ont lieu en Suisse dans le dos de Zelensky pour, vous savez, le remplacer par Zaloujny, qui ne serait qu'un autre dirigeant voué à l'échec. Parce que, encore une fois, cela ne tient pas compte de la réalité. Laissez-moi vous dire quelle est la réalité pour l'Ukraine. L'Ukraine sera stratégiquement vaincue par la Russie. Le gouvernement actuel n'existera plus, que ce soit en ce qui concerne la présidence ou la structure de la Rada, le Parlement ukrainien. Il y aura de nouvelles élections, et ces élections donneront naissance à un gouvernement pro-russe redevable à la Russie qui cherchera à transformer l'Ukraine, aujourd'hui simple proxy raté de l'Occident, en membre de l'État de l'Union. L'Ukraine deviendra, comme la Biélorussie, un partenaire de la Russie dans le cadre de ce qu'ils appellent l'État de l'Union. Ce n'est pas l'Union soviétique, c'est autre chose. Mais l'Ukraine sera à jamais attachée à la Russie, à la Biélorussie, à l'Est. Elle ne fera jamais partie de l'Europe. Voilà la réalité. Plus tôt Donald Trump reconnaîtra cette réalité, mieux ce sera. Mais il ne le fera pas. Je veux dire, regardez Tulsi Gabbard, que Dieu la bénisse, fait un travail remarquable en dénonçant, vous savez, l'arnaque du Russiagate. Mais vous savez, elle a maintenant un adjoint nommé. Je crois que Aaron, je ne me souviens plus de son nom de famille, c'est le nouveau numéro 2 au sein de l'ODNI, le bureau du directeur du renseignement national. Aaron Jacob, peut-être. Mais c'est tout simplement un russophobe. C'est un agent de la CIA. C'était le type qui conseillait Trump sur la Russie lors du premier mandat. Celui qui donnait les mauvais conseils sur la manière d'armer l'Ukraine et tout ça. C'est lui. Il est maintenant le numéro 2. Il n'y a personne, actuellement, qui conseille Donald Trump et qui connaisse la réalité de la Russie. Ils sont tous des ennemis de la Russie. Et par conséquent, ils continuent de nous entraîner sur une voie très dangereuse. Parce que, vous savez, toute cette russophobie, tout ce renforcement de la paranoïa en Europe, conduit à des situations comme celles que nous avons vécues, par exemple à Wiesbaden il y a quelques semaines, où Christopher Donahue, le général 4 étoiles, qui commande les forces américaines en Europe et les forces terrestres alliées, s'est assis là et a parlé ouvertement de la façon dont nous pourrions éliminer Kaliningrad, l'enclave russe qui faisait autrefois partie de l'ancienne Prusse orientale, la ville de Kaliningrad et les zones environnantes.
Nous pourrions l'éliminer, a-t-il dit, très rapidement. Non, vous ne le pouvez pas. Mais si vous essayez, vous mourriez instantanément. Parce que, permettez-moi de le rappeler à tout le monde, Kaliningrad fait partie de la Fédération de Russie. La Constitution de la Russie le considère ainsi. Et la doctrine nucléaire de la Russie stipule que chaque fois que l'intégrité territoriale ou la souveraineté de la Russie est menacée par des puissances dotées de l'arme nucléaire, la Russie répondra par des armes nucléaires. Donc, Chris Donahue, le moyen le plus rapide de mourir, car vous serez mort dans, je ne sais pas, disons 1h30 après avoir pris cette décision, c'est de donner l'ordre aux forces de l'OTAN d'avancer sur Kaliningrad. Vous serez frappé soit par une arme nucléaire russe, soit par un Iskander ou autre chose, mais vous serez mort. Il en sera de même pour tout votre personnel. Il en sera de même pour toute la structure de commandement et de contrôle de l'OTAN. Kaliningrad, c'est la Russie. Ce n'est pas votre jouet. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un ballon de football à envoyer d'un côté à l'autre. Et menacer cette région, mais bon sang, que pensez-vous que nous ferions si la Chine ou la Russie menaçaient l'Alaska, Hawaï, le Texas ou la Californie? Kaliningrad, c'est la Russie. Franchement, ces gens sont stupides, vraiment stupides. Mais le plus idiot de tous, c'est Donald Trump. Permettez-moi de vous faire une autre prédiction. Il dit qu'il ne veut pas parler à Vladimir Poutine pour l'instant. D'ici 30 jours, il passera ce coup de fil, parce que sa politique est sur le point de s'effondrer comme un château de cartes. Vous n'avez pas besoin d'éprouver une quelconque empathie ou sympathie envers la Russie. Mettez-vous simplement à la place des Russes. Vous pouvez comprendre que la Russie ne peut pas se permettre de perdre l'Ukraine. Et par perdre l'Ukraine, j'entends que l'OTAN déploie des troupes en Ukraine, y place des armes. Pourquoi est-ce si difficile à comprendre pour les présidents des États-Unis? Quelle est la principale préoccupation de la Russie? C'est tellement simple, mais lorsqu'il s'agit des présidents américains, il semble qu'il y ait des barrières, des obstacles dans leur façon de penser l'Ukraine et les politiques de l'Europe avec les États-Unis en Ukraine. Non, Donald Trump comprend parfaitement. C'est pourquoi il a mis en place les politiques qu'il a adoptées lors de son premier mandat. Il sait que l'objectif est de transformer l'Ukraine en un point de l'OTAN capable de frapper vers le nord et de menacer Moscou, de menacer le centre stratégique russe. Les gens doivent comprendre que la Fédération de Russie est l'héritière de l'Union soviétique en ce qui concerne Moscou et sa défense. La Russie en était l'élément central. L'étranger proche, ce que nous appelons les États baltes, l'Ukraine, la Géorgie, etc., était combiné avec le pacte de Varsovie. Lorsque le centre stratégique de la Russie a été défini, c'était pendant la guerre froide, à l'époque du pacte de Varsovie. L'OTAN était donc très éloignée. La Pologne faisait partie du pacte de Varsovie. L'Allemagne de l'Est aussi. On parle de l'OTAN qui se trouvait sur l'Elbe. Et soudainement, l'OTAN a progressé à l'Est. Les gens demandent pourquoi la Russie s'oppose à l'OTAN. Parce qu'à chaque élargissement de l'OTAN, les capacités de l'OTAN se rapprochent un peu plus de la profondeur stratégique de la Russie. Et l'Ukraine est littéralement, si vous l'excluez, vous enfoncez l'OTAN directement dans le ventre de la Russie. La Russie ne peut absolument pas accepter cela, surtout compte tenu de la nature hostile, de l'attitude et de la posture de l'OTAN envers la Russie. Cela n'arrivera tout simplement pas. On ne laissera pas cela se produire. Et pourtant, c'est la politique que Trump essayait de mettre en œuvre lors de son premier mandat. Trump sait très bien ce qui est en jeu ici. Il joue simplement à des jeux stupides. Je pense que les Russes espéraient que Trump s'éloignerait réellement des politiques ratées du passé et reconnaîtrait qu'on ne peut pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN. D'ailleurs, au début, on a entendu des membres de l'administration Trump en parler.
Trump administration people talk about that. But then they keep talking as if Zelensky. Mais ensuite, il continue à parler comme si Zelensky allait être le président, ou qu'une figure semblable à Zelensky allait être le président, que l'Ukraine allait rester cette entité qui maintient encore sa connexion avec Bandera et ce lien militaire. Je veux dire, si vous ne parlez pas de la démilitarisation totale de l'Ukraine, ce que vous créez, c'est une nation de l'OTAN à tout point de vue, sauf l'approbation légale officielle. C'est une immense armée de l'OTAN, équipée d'armes de l'OTAN, capable de frapper la profondeur stratégique de la Russie. C'est ce que Trump veut. C'est ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, parce qu'il a contribué à le concevoir lors de son premier mandat. Il a été informé par la CIA. C'est pour cela qu'ils ont construit 20 bases en Ukraine. Il a été informé par le Pentagone. C'est pour cela qu'ils ont formé l'armée ukrainienne. Trump sait ce qui est en jeu ici. Voilà toute l'hypocrisie de la situation. Il en espérait pas. Mais ce qu'il fait, ce que Trump fait chaque jour, c'est exposer le fait qu'il est un sac de mensonges, un tas de fumier de vache. On ne peut absolument pas lui faire confiance. Personne ne le peut, surtout pas les Russes. Et cela me fait mal de le dire, parce que nous avons vraiment besoin d'améliorer nos relations avec ce gouvernement russe. Ce gouvernement russe est prêt et disposé à s'asseoir, et vous savez, à discuter d'une nouvelle voie à suivre avec les États-Unis, une normalisation des relations. Mais pour cela, il faut arrêter de croire que nous pouvons vaincre stratégiquement la Russie, ou nous positionner pour la vaincre stratégiquement. La Russie ne voudra rien avoir à faire avec ça. Nous ne le permettrions pas. Nous ne le permettrions pas. Est-ce qu'on permettrait à la Chine d'entrer au Mexique et de s'emparer du Texas, juste là, avec toutes les armes chinoises prêtes à frapper au cœur stratégique de l'Amérique? Bien sûr que non, nous ne le permettrions pas. Alors pourquoi, bon sang, pensons-nous que la Russie va permettre à l'OTAN d'agir en Ukraine? C'est tout simplement stupide. Les États-Unis peuvent-ils être grands sans avoir la Russie et la Chine comme ennemis, comme les ennemis des États-Unis? Pouvons-nous le faire? Bien sûr. Je veux dire, en réalité, c'est la seule façon pour les États-Unis d'être grands. Les États-Unis ne seront pas grands grâce à leur armée. Leur armée est en train de les détruire. Je veux dire, cette armée est censée protéger les États-Unis. Elle est en train de les détruire. Elle nous mène à la faillite. Elle nous isole du reste du monde. Elle nous pousse à adopter des comportements qui ne sont pas adaptés à une nouvelle réalité multipolaire. Et elle nous engage sur la voie de guerre que nous ne pouvons pas nous permettre de mener. Littéralement, toute cette suprématie technologique dont nous nous vantons, cela coûte de l'argent. Et comme nous venons de le prouver avec la guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran, nous n'en avons pas les moyens. Je veux dire, nous avons consommé 25% de missiles THAAD. Ce sont les missiles censés intercepter tous les missiles russes, les missiles chinois, si jamais nous entrons en guerre contre la Russie et la Chine. Nous en avons utilisé 25% pour aider à défendre Israël contre ce qui n'était même pas l'équipe B de l'Iran en termes de capacité de missiles balistiques. Nos stocks de SM-3, nous n'en produisons pas parce que nous n'avons pas été engagés dans une guerre de ce type, mais ce sont des missiles très coûteux. Et nous les avons utilisés à toute vitesse. Nous ne pouvons pas les fabriquer très rapidement. En réalité, n'importe quel planificateur du Pentagone, n'importe quel logisticien du Pentagone s'assiera et devrait conseiller les responsables. Nous ne pouvons pas soutenir un conflit de haute intensité contre une force de niveau équivalent comme la Russie ou la Chine pendant plus d'une semaine. Ensuite, nous serons à court de tout. Nous manquons de tout, et c'est la réalité. Nous avons construit une armée extrêmement coûteuse, à tel point que nous avons assez d'argent pour la plaquer or. Mais une fois le vernis gratté, il ne reste que du carton, mon vieux, parce que c'est tout ce qu'il y a.
Ce n'est pas le chemin vers la grandeur. Le chemin vers la grandeur, c'est la normalisation des relations, une économie normale, pas ces absurdités que Trump vient de faire avec l'UA Homer, la plus grande arnaque de tous les temps. Je veux dire, réfléchissez-y. Il n'y a rien de réel dans cet accord. Ursula von der Leyen ne peut pas engager l'Europe à investir 600 milliards de dollars en Amérique. Donc c'est un mensonge. Il n'y a personne prêt à donner 600 milliards de dollars à l'Amérique. Donc c'est un mensonge, un pur mensonge. Cela n'arrivera pas. Les 760 milliards de dollars dans l'énergie. Je veux dire, nous n'avons pas autant d'énergie à vendre à l'Europe, même si nous le voulions. Ce n'est pas comme ça que le système fonctionne. Et même si c'était le cas, l'Europe paye 3 à 4 fois plus cher pour cela. Pour s'engager à hauteur de 760 milliards de dollars venant des États-Unis, ils devraient, par exemple, arrêter d'acheter le gaz qu'ils achètent à la Norvège. Il ne s'agit pas seulement de se déconnecter de la Russie. Je crois que 23 milliards de dollars de produits pétroliers ont été vendus l'année dernière. Mais cela signifie que la Norvège, que pour s'engager dans cette voie, il faut arrêter d'acheter du gaz norvégien bon marché et acheter ce gaz américain extrêmement cher. Je veux dire, cela ne coûte peut-être pas très cher à l'Amérique de le produire, mais une fois qu'on l'a liquéfié, mis sur des navires, transporté, regazéifié, injecté dans le système et tout le reste, ça revient 4 fois plus cher que le gaz norvégien. Et le gaz norvégien est déjà plus cher que le gaz russe. Voilà à quoi l'Europe s'est engagée. Mais ça n'arrivera pas d'ailleurs. Nous n'avons pas pour 760 milliards de dollars de gaz naturel liquéfié à vendre à l'Europe. Et ils ne pourraient pas l'acheter, même si nous en avions. C'est une arnaque, une mise en scène, du faux, de la fraude, une escroquerie. Mais c'est l'Amérique. On ne peut pas être grand en agissant ainsi. Franchement, je ne suis pas compatissant. Vous savez, les Européens, ils ont construit leur propre navire. Ils ont percé des trous dans la coque et elle est en train de couler. C'est leur responsabilité. Mais je déteste voir des gens s'avilir ainsi. Je veux dire, même si je méprise Ursula von der Leyen, la voir s'abaisser de cette manière, c'est... Personne n'a envie de voir ça. Ce que nous aimerions, c'est des relations normales. Et en fait, si nous voulons entretenir des relations normales et saines avec l'Europe, nous ne pouvons pas nous livrer à ce genre de choses. L'Europe doit pouvoir nous faire confiance. Comment peut-on être un partenaire digne de confiance dans ces conditions? Nous sommes une puissance coloniale qui domine l'Europe. C'est écœurant. Chaque aspect de la façon dont Donald Trump traite nos anciens amis et alliés est écœurant. Écœurant. Cela me dégoûte. Nous savons que pendant l'administration Biden, Starmer demandait à l'administration Biden, si vous vous souvenez de cette réunion entre l'administration Biden et Starmer, il demandait une sorte d'autorisation du gouvernement américain pour attaquer la Russie, pour frapper plus profondément sur le sol russe. Il semble que même sans ce type de connexion entre l'administration Trump et les Européens, ils obtiennent cela de l'administration Trump. Quand on regarde l'attaque contre les bombardiers nucléaires en Russie, ce n'est pas quelque chose de mineur à ignorer. C'est quelque chose d'important. La Russie ne fait pas que paniquer. La façon dont la Russie se comporte ne diminue en rien l'importance de ce qui s'est passé. Pensez-vous qu'il y ait une certaine forme de bon sens au Pentagone? Parce que je vois ce problème venir du Pentagone et du type de rapport qu'ils fournissent, du type d'informations qu'ils donnent à Donald Trump. Nous avons vu le Pentagone s'opposer à Biden et décider de ne pas escalader contre la Russie. Mais vous ne voyez pas ce rôle venir de Pete Hegseth ou de quiconque au Pentagone. Au moins, on constate qu'il n'en sort rien d'autre qu'une sorte de propagande sur les drones qui fabriquent de nouvelles armes. Et on ne voit aucune réflexion stratégique,
ni Pete Hegseth proposaient quelque chose de plus sensé concernant la guerre en Ukraine. Well, actually, Hegseth did. I mean, in the aftermath of Eh bien, en fait, c'est Hegseth qui l'a fait. Je veux dire, à la suite de la guerre de 12 jours entre l'Iran et Israël, Hegseth a examiné la consommation de munitions et la diminution déjà constatée dans les stocks américains. Et il a dit, nous n'envoyons plus rien à l'Ukraine. Il a été contredit. L'homme qui semble être aux commandes maintenant, c'est Mike Ratcliffe, le directeur de la CIA. Je veux dire, il y a eu une réunion où Donald Trump s'est tourné vers Ratcliffe, contournant Hegseth, et a dit « Hey, est-ce qu'on va pouvoir acheminer ces armes là-bas » Non. Je veux dire, tout cela est un mensonge. Encore une fois, tout ce qui concerne Trump est un mensonge. 17 patries patriotes, le complément complet, elles n'existent pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Ratcliffe qui a pris la direction de ce dossier, pas Hegseth. Je pense que le Pentagone continue d'être composé de professionnels dont le travail est de présenter la réalité de la guerre. L'attaque contre les bombardiers stratégiques russes était une affaire britannique, menée par les services de renseignement britanniques, peut-être soutenue par la CIA. La CIA est actuellement une entité incontrôlable, totalement hors de contrôle. Et je pense que ce que fait Trump en ce moment, c'est qu'il se tourne vers la manière forte qu'il se tourne vers Ratcliffe au Russian Mission Center et lui dit « serrez la vis ». Il a tendance à oublier que c'est le Russian Mission Center qui a contribué à créer le récit bidon qui a été utilisé comme arme contre lui, ou du moins certains aspects de ce récit. Je sais que certaines personnes ont remis en question certains renseignements, mais le fait est que Trump est simplement confus. C'est juste un homme confus en ce moment. Les attaques de drones qui ont lieu en Russie en ce moment, elles sont toutes planifiées par les Britanniques, à 100% planifiées par les Britanniques. Les Allemands facilitent avec certaines technologies, etc. Mais c'est une opération britannique. Et vous avez Trump qui rencontre les Britanniques, qui est informé par les Britanniques. Il comprend ce qui se passe. Vous savez, il pourrait maintenant décider d'autoriser l'Ukraine à utiliser les attaques MS sur une plus grande portée. Je pense qu'il faut rappeler aux gens, encore une fois, je ne peux pas parler au nom du gouvernement russe et je ne conseillerai jamais le gouvernement russe sur ce qu'il doit faire. Mais il faut garder à l'esprit que lorsque le Meshnik a été tiré en novembre dernier, c'était un système d'armes en développement, ce qui signifie que le système qui a été tiré n'était pas un missile de progrès. C'était un missile qui avait déjà subi certains tests. Il était prêt pour des essais opérationnels. Mais c'était un missile dont, vous savez, le propulseur venait de ce missile-là. Le deuxième étage d'un autre missile, le véhicule post-propulsion modifié à partir d'un autre missile encore, puis des mécanismes de dispersion faits à la main et des sous-munitions conçues spécialement. C'était en quelque sorte un missile de pré-production assemblé à partir de différentes pièces. Ils l'ont tiré et il a fonctionné. À ce moment-là, Poutine a donné son accord et a dit « passez à la production à grande échelle ». Maintenant, Poutine a annoncé que l'Ureshnik est en production en série. Cela signifie que tous les composants utilisés dans l'Ureshnik, au lieu d'être prélevés un à un et modifiés, disposent désormais d'une chaîne de production. Donc, il n'y a pas que l'usine de construction mécanique de Votkinsk qui assemble cela. Il y a un centre de propulsion en dehors de Moscou, un centre de guidage près de Perm et un centre d'ogive près de Tcheliabinsk. Il dispose désormais de chaînes de production dédiées à ce projet. L'ensemble du système s'est mis en place et maintenant tout converge vers Votkinsk où cela devient un missile produit en série qui est ensuite remis à l'armée russe. La raison pour laquelle j'évoque tout cela, c'est que si les Russes décident de lancer l'Ureshnik, il ne s'agira pas d'un seul missile. Je veux dire, les Ukrainiens jouent avec le feu ici.
Et je crois que Poutine a déclaré il y a quelques jours à peine que si l'Europe ou l'Allemagne participaient directement ou indirectement à une attaque contre la Russie, l'Ukraine serait la cible de représailles russes. Ukraine will be the target of Russian retaliation. So, I think Donc je pense que vous verrez l'Urechnik être déployé non pas en une seule frappe, mais nous parlons d'un barrage soutenu d'Urechniks qui va simplement raser l'Ukraine. C'est la direction que nous prenons ici. Vous savez, jusqu'à présent, la Russie s'est probablement retenue dans l'espoir que Donald Trump ferait ce qu'il faut. Mais si Trump est assez insensé pour permettre l'utilisation des attaques MS, cela nous ramène à la situation qui existait à l'automne 2024, lorsque l'administration Biden a approuvé cette folie. Les gens devraient se rappeler quelle était la réalité à ce moment-là. En novembre, je crois que c'était le contre-amiral Radakin. Non, Radcliffe est le directeur de la CIA. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Butler, quelque chose comme ça. C'est le responsable des plans pour Buchanan. Le contre-amiral Buchanan, directeur de la planification au sein du Strategic Command, c'est-à-dire nos forces nucléaires, a donné un exposé au CSIS à Washington, D.C., où il a répondu à quelques questions. En gros, il a déclaré que les États-Unis sont prêts à s'engager dans un échange nucléaire avec la Russie. Cela signifie une guerre nucléaire limitée avec la Russie. Et il a dit « Nous sommes prêts à gagner ». Il a également ajouté autre chose, que le gouvernement devrait peut-être être plus honnête avec le peuple américain sur ce que signifie gagner. Car si nous avons un échange nucléaire avec la Russie et que nous gagnons, la vie ne sera plus jamais la même pour les Américains. Ce que nous appelons la vie, que nous aimons tous, sera totalement différent, car nous vivrons dans un désert nucléaire, sans électricité, sans approvisionnement alimentaire, sous la loi martiale, sans liberté, sans rien. Voilà ce qui nous attend si nous engageons un échange nucléaire avec la Russie. Maintenant, certains disent que ce n'est que de la planification. Je veux dire, il ne fait que planifier. Sauf que ce n'est pas seulement ça, car les Russes ont déclaré que si l'administration Biden autorisait ces attaques à longue portée, leur doctrine nucléaire entrait en jeu. Et ils ont publié une nouvelle doctrine nucléaire, je crois, fin novembre ou début décembre. Un briefing a eu lieu au Congrès. La CIA a fait le tour pour informer les gens. Et j'ai fini par parler à un haut responsable démocrate qui était présent à ce briefing. Je lui ai dit, « Je sais que tu ne peux pas révéler de secrets nationaux, et je ne te le demanderai pas. Mais le Wall Street Journal et le Washington Post affirment tous deux que la CIA a estimé que la Russie bluffait. » J'ai demandé, est-ce que c'est ce que la CIA a dit? Croyait-il que la Russie bluffait au sujet des armes nucléaires? Et ce haut responsable démocrate a répondu, non. La CIA a dit exactement le contraire. Il ne bluffait pas. Que si ces attaques étaient utilisées, si les mauvaises cibles étaient touchées, la Russie utiliserait des armes nucléaires contre l'OTAN. Il a dit que ce n'était pas ça, la partie effrayante. La partie effrayante, c'était que des hauts responsables de l'administration Biden, lors du briefing, disaient « Nous sommes prêts pour ça ». Donc le briefing de Buchanan n'était pas seulement théorique. Le briefing de Buchanan, c'était « Nous sommes prêts à faire la guerre ». Et certains disaient qu'il y avait plus de 50% de chances que nous ayons une guerre nucléaire à la fin de l'année dernière. Plus de 50% de chances. La seule chose qui a évité cela, c'est l'intervention de Donald Trump. Il a accordé une interview au magazine Time où il a déclaré « Si je suis président, je ne poursuivrai pas cette attaque contre cette chose. » Et cela a permis aux Russes de dire « D'accord, nous n'avons pas besoin d'aller à la guerre nucléaire pour l'instant. Nous allons attendre que le nouveau président arrive et qu'il mette fin à cette stupidité. Nous n'avons qu'à tenir le coup. » La Russie supporte la stupidité, comme l'attaque de drones ukrainiens
contre leurs bombardiers stratégiques. Cela aurait dû entraîner une réponse nucléaire immédiate, selon la doctrine. Ils ont attaqué les bombardiers nucléaires russes. Cela aurait donc dû marquer la fin de beaucoup de choses, mais les Russes se comportent de manière responsable. Ils agissent ainsi parce qu'ils gardent encore l'espoir que Donald Trump fera ce qu'il faut et mettra fin à cette folie. Mais maintenant, Trump dit qu'il ne veut pas parler à Poutine. Donc je suppose que Trump va faire la chose la plus stupide possible et autoriser les Ukrainiens à utiliser des missiles à longue portée. Et ils vont le faire. Ensuite, la Russie va raser l'Ukraine en utilisant un X russe. Puis Donald Trump va passer un appel paniqué à Vladimir Poutine pour essayer d'arrêter la Troisième Guerre mondiale. Nous étions proches de 50%, au-dessus de 50%. Il y avait plus de 50% de chances de guerre nucléaire l'automne dernier. Franchement, sans exagérer. Si Donald Trump autorise les frappes à longue portée, on revient à ce niveau de stupidité. Plus de 50% de chances de guerre nucléaire. Voulons-nous vraiment jouer à la roulette russe? Je veux dire, c'est pour cela qu'il faut se demander qui conseille le président. Parce que je pense que Trump continue de croire que les Russes bluffent, étant donné qu'ils ont encaissé ces attaques et continuent simplement d'appliquer une formule gagnante. Mais la Russie a ses limites. À un certain moment, quand on franchit une ligne, je veux dire, il y a déjà ces drones dirigés par les Britanniques qui détruisent des infrastructures critiques. Heureusement, ce n'est que du harcèlement, mais cela ne nuit pas réellement à la Russie sur le plan de ses capacités économiques stratégiques. Mais si les attaques commencent à viser des centres de commandement et de contrôle, des centres logistiques et ce genre de choses, alors là, il n'y aura plus de limites. Et je pense que vous allez voir une destruction en Ukraine comme vous n'en avez jamais vu auparavant. Et puis, la prochaine chose que les Russes diront sera « la prochaine frappe sera nucléaire et elle ne se limitera pas à l'Ukraine ». Et c'est à ce moment-là que Trump passera le coup de fil. Donc il peut rester là et dire « je n'ai vraiment pas envie de passer un coup de fil en ce moment. » Tant pis, mon petit Denis. Tu sais, ce ne sera pas la Russie qui t'appellera. Ce ne sera pas Vladimir Poutine qui dira « s'il te plaît, parle-moi s'il te plaît ». Ce sera Donald Trump qui enverra un message paniqué. « J'ai besoin de parler à Poutine maintenant. Il faut qu'on mette fin à cette guerre tout de suite. » Et Poutine dira « on y met fin comme on a toujours dit qu'on le ferait. » Et cette fois, je pense que Donald Trump dira oui et on avancera. Mais pourquoi faut-il qu'on aille jusqu'au bord de l'abîme nucléaire pour parvenir à cette solution de bon sens? La guerre pourrait se terminer aujourd'hui, tout de suite, sans jouer à la roulette nucléaire.